Rosa Bonheur est la plus grande peintre animalière du XIXe siècle, une femme exceptionnelle dont la vie et l'œuvre sont indissociables, qui a organisé sa vie autour de son œuvre et a construit aussi une œuvre liée à cette vie entourée d'animaux. Alors on voulait vraiment que dans l'exposition, l'image de Rosa Bonheur dans son atelier, son portrait par Georges Achille-Fou soit au cœur du parcours et permette aux visiteurs d'entrer dans l'atelier qui est aussi vraiment la salle centrale de l'exposition, la salle la plus lumineuse. Parce que pour Rosa Bonheur, en fait, l'étude, le travail était vraiment central dans sa création. Et donc on voulait montrer aussi un peu la génétique des œuvres, comment l'artiste procédait et comment elle réalisait ces très grandes compositions. Donc cet atelier est au cœur de l'exposition, de la scénographie, et toutes les salles rayonnent en étoiles en fait, à partir de cet atelier. Et ce qui est important, c'est aussi depuis l'atelier de voir l'extérieur. Et par exemple, juste en face de moi, il y a le grand roi de la forêt. Donc c'est les animaux de Fontainebleau, les animaux de la forêt, que Rosa Bonheur pouvait rencontrer justement en sortant de son atelier, directement en allant dans le parc. L'idée est aussi de rappeler cette frontière intérieure-extérieure qui a fondé pendant longtemps le travail de Rosa Bonheur. Donc Rosa Bonheur expose à l'âge de 19 ans au Salon deux tableaux, dont un tableau qui s'appelle Deux lapins, où déjà elle donne une caractérisation très particulière à chaque animal, très précisément. Et elle expose régulièrement au Salon, et notamment en 1848, avec ses frères et sœurs et son père. Elle se fait remarquer avec un tableau de bovins qui va lui valoir une commande de l'État pour un autre tableau qui sera son grand premier chef-d'œuvre, le Labourage nivernais. Alors, le Labourage nivernais permet à Rosa Bonheur de s'affirmer comme la plus grande peintre animalière en France. C'est un tableau assez surprenant par ses dimensions très grandes pour le sujet représenté, qui donne aussi une place vraiment centrale aux animaux, au détriment des humains qui sont à l'arrière-plan, traités de manière un peu floue. C'est un tableau qui donne une vision assez apaisée, heureuse, idéalisée de la vie rurale, avec un grand ciel bleu, une composition très harmonieuse, très équilibrée. Et également un tableau qui renverse le rapport entre les humains et les animaux en donnant une place centrale à l'œil d'un bœuf, charolais nivernais au cœur de la composition. Et donc ce tableau, pour toutes ces raisons, frappe énormément les spectateurs, les visiteurs de l'exposition du Salon 1849. Donc elle continue sur cette veine de grand succès. Elle va choisir cette fois un sujet encore plus compliqué, qui est un sujet équestre. Le marché aux chevaux. Et donc ce tableau est une sorte d'ode à la fois à une vision très romantique, très violente des animaux, de la pulsion animale. Vous voyez ces chevaux splendides, extrêmement fougueux qui s'ébattent au premier plan. On ne s'attend pas à ce qu'une femme en particulier puisse s'attaquer à un sujet aussi compliqué, aussi difficile que celui de l'animal cheval, qui par essence est le sujet des peintures de bataille, en particulier de la grande noblesse. Là, au contraire, Rosa Bonheur va remplir une sorte de défi, puisqu'elle donne à un sujet très prosaïque, qui est le marché aux chevaux, assez banal, un caractère héroïque, qui est plutôt celui de la peinture d'histoire, et elle ne va pas représenter des chevaux des pur-sang anglais, par exemple, mais au contraire, des chevaux de trait. Et elle va donner toutes ces lettres de noblesse à la puissance du travail, à la puissance du labeur. Donc elle affirme par cela des qualités tout à fait différentes et qui plaisent beaucoup à ce moment-là. L'art animalier au XIXe siècle est très apprécié. C'est vraiment une veine que l'on retrouve très souvent dans les salons et puis chez les commanditaires en particulier. Mais Rosa Bonheur apporte quelque chose de très spécifique dans son traitement de ces sujets. Déjà, il y a une véritable fascination, une passion quasiment charnelle pour les animaux qu'elle a depuis l'enfance. Il est très très intéressant de lire dans ses mémoires la façon qu'elle avait de s'entourer des animaux. Il faisait partie de son quotidien et vivre avec les animaux, pouvoir les dessiner au jour le jour, pouvoir en capter les moindres nuances, c'était quelque chose de très très important pour elle. Et elle a une façon de représenter les animaux très spécifique. Elle va entrer dans leur quotidienneté.
singularité, dans leur spécificité. Elle ne va pas représenter les animaux d'un point de vue humaniste, d'un point de vue anthropocentrique, mais au contraire, elle va essayer d'en déceler les particularités. Elle joue beaucoup avec la tradition. Certains portraits semblent un peu des détournements, parfois humoristiques, de la tradition du portrait princier. Elle représente les animaux en pied, à échelle réelle, parfois même à plus grande échelle que leur taille réelle, avec une grande dignité. On voit ainsi dans l'exposition un petit portrait de chien sur un coussin ou un portrait d'un autre chien, Barbaro, qui sont vraiment traités comme des sujets à part entière, dignes d'être représentés comme les humains le seraient. Et donc Rosa Bonheur renouvelle vraiment cette tradition du portrait animalier. De la même manière, elle va représenter les animaux souvent via leur regard. Le regard pour elle des animaux est vraiment le miroir de l'âme. Et c'est en montrant ses yeux, en montrant ce regard, qu'il y a une connexion qui peut se faire, une connexion interespèce qui peut se faire entre l'animal humain et l'animal non humain. Donc l'humain n'est plus au-dessus, l'hégémonie humaine est critiquée dans les tableaux de Rosa Bonheur, et au contraire, c'est l'animal qui devient le sujet principal, et c'est ce qui aujourd'hui résonne beaucoup dans notre appréhension du monde, et c'est pourquoi il est aussi très intéressant de regarder l'œuvre de Rosa Bonheur, c'est qu'elle nous permet aussi aujourd'hui de mieux regarder le monde dans lequel nous vivons. Rosa Bonheur ne sépare pas les mouvements artistiques et pense que l'art est un, quoique divers. C'est-à-dire qu'elle utilise toutes les techniques pour représenter ces animaux et pour transmettre des atmosphères variées. Et cela est visible notamment dans ses représentations d'animaux de la forêt, où elle réussit à créer une forme de surnaturel qui naît du naturel. C'est-à-dire c'est dans son réalisme le plus fidèle, le plus exigeant, en fait, qu'elle parvient à faire surgir la magie. Et ça, on le voit très bien dans Le Roi de la forêt, par exemple, où on a l'impression que le cerf qui surgit est entouré d'une sorte de lumière surnaturelle, mais si on voit bien le tableau, en fait, les rayons lumineux, ce sont en fait les troncs des bouleaux qui entourent l'animal, et la lumière qui irradie de l'animal, c'est la lumière de la brume de la forêt, des troncs, de l'écorce. Et là, on est tout de suite avec d'autres images qui nous viennent en tête, par exemple le cerf de la Saint-Hubert, et donc cette fois une image et une légende chrétienne qui nous amène dans un côté un peu plus symbolique. Et il est vrai que certains tableaux peuvent être symboliques dans le travail de Rosa Bonheur. On voit par exemple cette famille de lions qui est une sorte de famille parfaite, où là, en fait, il y a une forme peut-être d'anthropomorphisme. En fait, ce que la famille humaine ne peut pas apporter, le père, la mère et les enfants, c'est la famille animale qui peut recomposer ce bonheur. Et il y a sans doute chez Rosa Bonheur une forme de recomposition idéale de la vie animale qui ne pouvait pas avoir lieu dans la vie humaine. Donc il y a un côté presque panthéiste, en fait, dans l'art de Rosa Bonheur, et dans cette attention qu'elle porte à la magie, de la simplicité, en fait, du quotidien. Rosa Bonheur s'est intéressée à toute la diversité du monde vivant, mais a quand même privilégié certains animaux. On voit qu'elle s'est quand même beaucoup intéressée aux animaux nobles, entre guillemets, c'est-à-dire elle a une prédilection pour les chevaux, pour les bœufs et taureaux et vaches, également ensuite pour les fauves, les cerfs, également les animaux plutôt majestueux et qui sont aussi représentés dans toute une tradition de l'histoire de l'art. Donc elle se mesure aussi à travers ces sujets aux maîtres du passé. Il y a quelques représentations d'humains dans l'exposition, notamment le portrait de Nathalie Mikas, sa compagne de toujours, qui l'a énormément soutenue et aidée dans sa création, et qui ouvre le parcours qui montre que Rosa Bonheur était capable, quand elle le voulait, de faire des portraits d'humains extrêmement réalistes. Simplement, ce n'était pas son sujet. Elle, ce qui l'intéressait, c'était d'être vraiment la portraitiste des animaux non humains. Il y a également un portrait de berger, un berger landais, parce qu'elle s'intéressait aussi à la diversité des métiers en lien avec les animaux, des types. D'ailleurs, dans son atelier ont été retrouvées beaucoup de photographies ethnographiques où elle étudie comme ça les différents types de travailleurs. Et elle a réalisé aussi avec son ami Paul Chardin une bande dessinée. Elle a dessiné les animaux et Paul Chardin aurait très probablement dessiné les figures, car Rosa Bonheur était quand même pas plus à l'aise, mais en tout cas s'amusait plus en fait à dessiner les animaux.
faut vraiment repenser au contexte historique et imaginer que c'est l'une des artistes qui gagne le mieux sa vie à l'époque, hommes ou femmes confondus. Grâce au succès du marché aux chevaux, Rosa Bonheur a pu gagner sa vie à la force de son pinceau. Elle a vendu ce tableau pour la somme considérable à l'époque de 40 000 francs. Et c'est une artiste dont on parle partout dans la presse et qui a un succès international. Donc pas seulement en Europe, pas seulement en Grande-Bretagne, mais aussi aux États-Unis. Elle s'est associée avec le marchand belge, éditeur aussi d'art, Ernest Gambard, et elle a privilégié la clientèle particulière. Donc ces œuvres étaient achetées à peine sèches par des collectionneurs privés qui admiraient beaucoup son travail. Rosa Bonheur était présente à travers ses œuvres originales, mais également à travers ses estampes, puisque comme d'autres artistes de son temps, comme Gérôme par exemple, elle a accordé une grande importance à la reproduction de ses œuvres grâce aux différentes techniques d'estampes. Et Goupil, par exemple, éditait plusieurs versions à différents prix de certaines compositions de Rosa Bonheur, dont on voit des exemples dans l'exposition. Donc même des personnes, des foyers qui n'avaient pas beaucoup d'argent pouvaient avoir des œuvres de Rosa Bonheur par une reproduction chez eux. Le fait qu'elle puisse, grâce à cet argent, s'acheter son propre patrimoine, construire son héritage uniquement grâce à elle, c'est quelque chose de fondamental. Elle voulait s'affranchir de la domination de quelque être que ce soit, des hommes en particulier. Elle avait eu l'expérience malheureuse de son père, Saint-Simonien, qui n'avait pas pu s'occuper de ses enfants. Et puis sa mère, Sophie Marquis, était vraiment morte d'épuisement en essayant d'élever les enfants. Donc Rosa Bonheur, très tôt, a montré une forte indépendance et une volonté d'autonomie très forte. Et elle a réussi toute sa vie à maintenir cette autonomie, à s'acheter avec donc son propre bien, son domaine, et à mener sa vie comme elle l'entendait. Alors le fait de travailler sur cette exposition nous a permis de découvrir des œuvres insoupçonnées, par exemple des cyanotypes qui ont été redécouverts par l'équipe du château de Rosa Bonheur très tardivement, justement dans les archives, et donc qui montrent à quel point Rosa Bonheur, même à la fin de sa carrière, est dans l'expérimentation technique. C'est peut-être elle qui a réalisé ces cyanotypes, on ne le sait pas. En tout cas, c'est elle qui les a retouchés. Elle dessine par-dessus, elle se réapproprie la 3 dimensions. En fait, elle passe de la 3D à la 2D pour essayer de trouver la plus juste expression. Donc elle est dans une recherche d'expérimentation technique permanente, et c'est vraiment une artiste qu'on ne peut pas enfermer dans une case et qu'on a beaucoup aimé déringardiser peut-être en voyant justement la façon dont elle travaillait. Je pense que déjà en tant que femme, elle est très inspirante parce que c'est une femme qui ne s'est pas laissée enfermer dans des carcans et qui a vraiment su ce qu'elle voulait faire et tout mis en œuvre pour pouvoir faire ce qu'elle voulait faire et ce pourquoi elle était faite. Donc vraiment un modèle de liberté, de force de caractère, d'autant plus qu'elle était quand même d'un milieu qui n'était pas favorisé financièrement. Donc elle a vraiment dû se battre pour pouvoir gagner sa vie à la force de son pinceau, de son travail. C'est également une artiste très inspirante par son travail même, c'est-à-dire par l'attention qu'elle porte au monde vivant, aux animaux, à leur individualité, c'est-à-dire un portrait de renard chez Rosa Bonheur, ce n'est pas un portrait d'un renard avec un grand R, c'est un portrait d'un certain renard qu'elle a rencontré à un certain moment, donc il y a vraiment un côté très vivant et une grande attention portée aux autres êtres qui peuplent la planète. Également une peintre qui accorde une grande importance à l'environnement, à cette nature dont on fait partie et qui en cela résonne beaucoup avec les problématiques contemporaines.